Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Vous serez tout à l'heure, dans quoi, 1 heure, 2 heures, à la table du Conseil des ministres, où sur laquelle sera posée la table du Conseil des ministres, le projet de réforme des retraites. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous vous dites ce matin, le texte est sur les rails, malgré une contestation historique? Moi, je suis confiant. Je suis confiant parce que ça fait longtemps qu'on travaille à la demande du président de la République, plus de 2 ans maintenant, à cette réforme des retraites pour améliorer la retraite des Français, pour assurer les jeunes générations, pour assurer les retraites des retraités d'aujourd'hui. Et vous dites contestation historique, contestation, c'est certain. Historique, je ne sais pas, moi, depuis que j'ai l'âge. Cette semaine. Cette semaine, je ne peux pas vous permettre de vous dire ça. Des grands syndicats réformistes rentrent dans un consensus avec le gouvernement, avec sans doute du travail encore et des échanges de points de vue. Je constate objectivement que toutes les réformes des retraites ont fait naître beaucoup de contestations. C'est normal. C'est à la fois la retraite, ce qui accompagne la fin de notre vie. On s'inquiète lorsqu'on ne l'a pas parce qu'on est actif et on se dit est-ce que je vais en avoir une? Tous les gens de ma génération se demandent est-ce que je vais en avoir une? On constate évidemment que lorsqu'on demande aux Français de travailler un peu plus, mais naturellement, et chacun le comprend, il y a des réticences. Donc c'est à la fois une très grande réforme. Je crois qu'elle apporte les buts sociaux qu'on s'est donnés. C'est-à-dire de garantir la retraite des Français, de garantir 1 000 € de retraite aux agriculteurs, aux artisans. On y reviendra sur le... Et puis par ailleurs, qui a essayé de travailler, je pense que c'est la force du Premier ministre, dans la démocratie sociale. Moi, je voudrais surtout avoir un mot ce matin. Je pense qu'on ne le dit pas assez, peut-être même d'ailleurs les membres du gouvernement. Pour tous ces gens qui se lèvent, qui se sont levés pendant de très longs mois, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures du matin, qui habitent à 1h30, 2 heures de Paris, et qui ont pris leur voiture beaucoup plus tôt que d'habitude pour venir travailler. Toutes les femmes de ménage, les agents de sécurité, les secrétaires, les employés, tous ceux qui, malgré tout, cette France qui y travaille, qui n'a pas fait grève, qui ne demande pas de subvention, comme dirait l'autre, et qui va travailler le matin dans des conditions extrêmement difficiles. Eh bien, moi, je voudrais d'abord leur tirer un grand coup de chapeau, les remercier pour tout le travail qu'ils font, parce qu'ils font tourner la France. Et peut-être que tous ensemble, on ne l'a pas assez dit, que des gens qui ne gagnent pas beaucoup, 1 000 €, 2 000 € par mois, qui fassent tout ce travail malgré les grèves, malgré les contestations, qu'ils soient au rendez-vous de leur travail, eh ben c'est très admirable. Un mot quand même du contexte. Il est tendu, il est marqué par des blocages, des coupures de courant. Vous avez reçu, je crois par courrier, une menace de mort cette semaine? Oui, alors il arrive que quelques personnes menacent. C'est pas la première fois, c'est jamais très agréable, mais je pense qu'aucune intimidation ne peut avoir lieu en République. On ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas la loi du plus fort ou du plus menaçant qui l'emporte. Donc envahir un syndicat, empêcher des femmes ou des hommes politiques de tenir des réunions publiques. Est-ce qu'il y a un sale climat, pardon, Gérald Darmanin? Comment vous le caractérisez, ce climat? Non, mais on voit bien que depuis quelques années, je pense que ce n'est pas dû simplement au climat autour de la réforme des retraites. Depuis quelques années, la démocratie française se pose des questions, je crois, et que tout ça est très fragile. On le voit bien autour de nous. C'est l'expression d'une fragilité. Il y a un climat, à la fois de défiance et de grande violence qui s'exprime. Je suis certain que la très grande majorité de nos compatriotes sont attachés à la démocratie, à la République, au fait que c'est bien les forces de l'ordre qui ont le monopole de la force, au fait qu'on puisse à la fois parler, dire ce que l'on souhaite sur n'importe quel plateau de télévision ou n'importe quelle réunion publique, et que ce n'est pas une minorité agissante et violente qui l'emporte. Enfin, vous dites quand même... Mais il faut faire attention. Vous regardez, oui, parce que là, vous regardez le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de tensions. Il y a des manifestants qui, encore hier, place de la République, chantaient Louis XVI, on l'a décapité, Macron peut recommencer. Est-ce que c'est plus grave que quand les manifestants de mai 68 disaient CRSSS, par exemple? On s'en souvient pas, mais CRSSS. Ou est-ce que c'est une radicalité singulière ou de fin de mouvement classique? Moi, j'ai pas la mémoire de 68, et pour cause, mais j'ai la mémoire depuis à peu près 15 ans que je m'intéresse à la vie politique active, et j'ai l'impression que nous sommes dans une société un peu plus violente que celle que j'ai connue dans mes années étudiantes, pourtant qui était contestataire. Je me rappelle très bien que mes camarades contestaient le CPE, il y avait des manifestations. Je crois qu'il y a une violence extrêmement forte qui existe envers les responsables, notamment les responsables politiques. Est-ce qu'elle est la contrepartie, moi je veux bien l'entendre, d'une violence sociale très forte qui s'exprime auprès de petites gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui connaissent de grandes difficultés, qui vivent dans des quartiers très difficiles, qui ont l'impression que personne ne les entend jamais?
C'est possible, et il faut que les hommes et les femmes politiques l'entendent, qu'ils ont fait des bêtises et qu'ils doivent réparer cette France en difficulté. Mais je crois qu'il y a surtout une contestation de l'idée de république et de démocratie même. Et moi, j'ai jamais considéré qu'il fallait montrer que c'était pas très grave. Et quand j'entends M. Mélenchon, parfois des responsables syndicaux aussi, parfois des hommes ou des femmes politiques justifier ces violences, je me dis qu'on n'est plus dans le même marque de cercle républicain. Oui, mais ce qu'on vous dit, Gérald Darmanin, c'est que par exemple 61% des Français, encore cette semaine, sondage Elab, vous demandent de retirer la réforme. Ce que disent les contestataires, c'est que c'est vous qui piétinez la démocratie. Oui, vous n'entendez pas cette majorité non, mais d'abord, ça n'a dans rien les à sondages ça n'a rien à voir. qui dit vous ne retirez pas cette réforme. Vous opposez à la contestation. Vous l'avez vous-même dit. Ça fait des mois qu'il y a des Français qui se lèvent tôt pour éviter les grèves. Bon, des mois, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est très long, c'est historique. Mais vous opposez à cette contestation un retrait, enfin un refus absolu de retirer le texte. C'est pas vous. C'est pas vous qui tendez. Non, mais la démocratie, c'est pas vous qui tendez. La démocratie, c'est quoi? C'est des gens qui, on va le connaître le 15 mars prochain aux élections municipales pour d'autres raisons, des gens qui un matin, un après-midi, vont dans les préaux des écoles de la République, prendre des bulletins de vote librement, sans être influencés, ni par le curé, ni par leur mari, ni par le maire, ni par les syndicats, voter librement et choisir qui va diriger pendant un temps certain la vie locale ou la vie nationale. Le président de la République a été élu de façon démocratique, puis ensuite l'Assemblée nationale a été élue de façon démocratique, et il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a eu des élections européennes qui n'ont pas montré une franche victoire du président de la République, mais enfin pas non plus une franche défaite. Mais 61%. Non, mais attendez, la démocratie des sondages, c'est la démocratie de la feuille morte prise dans le vent. C'est une très belle phrase de Kundera. Être à la mode. Vous voyez pas la traduction de ces sondages dans la rue, Gérald Darmanin? Mais madame... Dans la diversité des actions qui se poursuivent. D'abord, il faut savoir être un peu impopulaire pour être responsable. C'est pas très nouveau. On demande aux hommes et aux femmes politiques du temps long. C'est très important de prendre des décisions pour leurs enfants et leurs petits-enfants aussi. Et moi, vous savez, je constate tous les jours la contradiction parfois aussi de ces sondages. Il y a une très grande majorité de Français qui sont pour le régime universel. Très grande majorité de Français. Il y a un an, les deux tiers étaient pour votre réforme. Aujourd'hui, ils vous demandent de retirer le texte. Non, mais Mme Artichou, aujourd'hui, il y a une très grande majorité... Excusez-moi, mais... Et je vous excuse bien volontiers, mais si vous considérez vous-même que c'est un sondage qui fait l'opinion, mais alors ne votons plus. Ne faisons plus de débat démocratique, ne nous présentons plus à aucune élection. Faisons en ligne oui ou non, et puis on aura une démocratie telle que Black Mirror, la série télé, le montre. Et je pense que ce ne soit pas vraiment une bonne chose dans laquelle nos enfants et nos petits-enfants doivent vivre. Philippe Martinez, ce matin, répète, on va continuer. Le gouvernement n'écoute pas, on va même amplifier. Qu'est-ce que vous répondez au leader de la CGT? Vous le connaissez bien, vous avez débattu. Oui, moi je respecte d'ailleurs à la fois le leader de la CGT et les adhérents de la CGT. Il a perdu la partie ou pas? Mais je respecte encore une fois le leader de la CGT et les adhérents de la CGT. Simplement, je crois que M. Martinez aujourd'hui devient de plus en plus un contestataire politique alors que c'est un responsable syndical. C'est assez différent. Le Parti communiste est notre opposant politique, que je respecte d'ailleurs, M. Roussel est quelqu'un de respectable, mais je ne suis pas d'accord avec le leader du Parti communiste. M. Martinez, il est là pour améliorer la vie des travailleurs. Et là, il refuse de venir à des réunions parfois, il rentre dans une opposition frontale avec le gouvernement, non pas sur des propositions, mais sur le principe, et il utilise de manière à peine acceptable des attaques qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Quand on coupe l'électricité, ça m'est arrivé à Tourcoing, quand on coupe l'électricité dans des crèches, qu'on doit appeler les parents à 9h... Ce sont des dégâts collatéraux, je m'en excuse. Enfin, des enfants de 2 ans qui n'ont pas de chauffage pendant plus d'1h30, alors qu'il fait 3-4 degrés dehors, c'est pas des dommages collatéraux. C'est un acte inacceptable en démocratie. Ça doit être clairement condamné, y compris par le leader de la CGT. Oui. Je pense que chacun comprend ce bon sens. Donc il faut savoir distinguer le droit de grève, qui est absolument consacré dans notre Constitution, le droit de manifester, bien sûr, le droit d'être contre, évidemment, mais enfin, couper de l'électricité dans des hôpitaux, dans des crèches, dans des entreprises, dans des services publics, c'est le contraire de la République. Donc vous lui dites ce matin... Mais M. Martinez est un grand monsieur, je pense qu'il a l'âge de prendre ses responsabilités. Je dis à chacune et à chacun qu'il faut faire attention à la démocratie et la République, c'est fragile, et que chacun doit la consolider. Jadis, la CGT y a contribué, il faut qu'elle continue à le faire. Sur la réforme, Gérald Darmanin, un mot quand même, on n'a pas fini d'en parler, mais vous êtes ministre des Comptes publics. Combien va coûter la réforme? Alors, la réforme des retraites ne coûtera rien.
elle est neutre en termes de finances publiques, puisque c'est assez technique, mais aujourd'hui la réforme c'est 320 milliards d'euros les retraites. Non, je ne vous demande pas combien va coûter le système, le financement de la retraite. C'est ça qui est intéressant. La réforme c'est le système. elle-même. La réforme elle-même. Combien va-t-elle coûter ? C'est aujourd'hui la réforme, la retraite c'est 14% de notre richesse nationale, demain ce sera 14% de la richesse nationale. Alors pardon. Vous avez ce matin sur la table du Conseil des ministres enfin une étude d'impact, Oui. c'est 700 pages. Bon, je ne les ai pas lues, mais Les Échos, qui est un journal très sérieux, a une partie de l'étude d'impact. Et que nous révèlent Les Échos ce matin, justement, que ce taux va baisser à 13,3% en 2040, puis 12,9% en 2050, ce qui est plus bas que prévu sans la réforme. C'est-à-dire que vous qui répétez en permanence pour contester l'accusation qui vous est faite de vouloir rogner précisément sur le volume de la dépense des retraites, eh bien, vous êtes pris en contradiction avec cette étude d'impact. Alors vous avez eu l'honnêteté de dire que vous n'avez pas lu les 700 pages que vous commentez. Non, parce que vous ne les avez pas données, cela dit. C'est intéressant, mais le débat démocratique, entre guillemets, continue. Après le Conseil des ministres, on aura de longs mois de discussion parlementaire. C'est évidemment pas comme ça que les choses sont réelles. Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'une personne qui est au SMIC toute sa vie. Non, mais vous répondez pas à ma question. Je vous réponds à votre question. Je vous dis qu'à toutes les accusations de vouloir faire des économies, vous dites, mais non, c'est 14% Madame du Martichoux, PIB. vous avez tendance, c'est un peu comme les 12,9. fonctions de mon ministère, à parler en pourcentage et en technique. Moi, je préfère le langage des Français. Non, vous ne préférez pas répondre à ma question. Je vais vous répondre si vous me laissez parler quelques instants. Mais encore une fois, parlons comme les Français parlent. Et c'est plus normal puisque c'est comme ça qu'ils doivent nous juger. Quelqu'un qui travaille au SMIC toute sa vie, s'il partait à la retraite, avec la retraite d'aujourd'hui, ce serait 1175 € brut. Demain, ce sera 1390. Il gagne 200 € grâce à la réforme des retraites. Combien ça coûte ? Il y a un effet. Par exemple, cette mesure-là, combien elle coûte ? Est-ce que vous le savez ? Mais il y a un effet, je voudrais répondre à votre question sur les pourcentages dans la richesse nationale, qui est un petit peu compliqué. Il y a un effet de démographie. Il y a de moins en moins de gens qui naissent dans notre pays par rapport à ceux qui existent aujourd'hui. Ce qu'on appelle les baby-boomers, qui aujourd'hui rentrent en retraite, vont demain malheureusement mourir. C'est la génération de mes parents. Et évidemment, quand il y a moins de gens qui cotisent, qui participent, qui touchent la retraite, il y a effectivement moins de dépenses dans la richesse nationale. Mais par ailleurs, ce que dit aussi l'étude d'impact que vous ne citez pas, c'est que nous avons des dépenses qui sont liés à la réforme des retraites et qui viennent tenir les fameux 14% de richesse nationale qui ne bougeront pas. Quand on augmente les professeurs, M. Blanquer a annoncé 500 millions d'euros d'augmentation chaque année. Ça n'a jamais existé. Aucun gouvernement n'a autant augmenté. Oui, quelle va coûter cette réforme ? Mais vous ne pouvez pas dire tout et son contraire autour de votre table, Madame Martichoux. Vous ne pouvez pas dire, Monsieur Darmanin, vous êtes affreux, rien. vous faites des économies, et puis juste après, vous dire, Monsieur Darmanin, c'est affreux, vous faites plein de dépenses. Parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Moi, ce que je vous dis, c'est que les employés, ouvriers, salariés, artisans, commerçants, agriculteurs de France, grâce à la réforme des retraites portée par le président de la République, ils auront plus de retraites. Et je vous demande, je vous dis, ça, par exemple, le ministre des Comptes publics peut-il nous préciser combien cette mesure-là, qui est effectivement de porter à 1 000 € net le minimum contributif, mais justement, combien ? Est-ce que vous l'avez quelque part Mais regardez, nous ouvrons une conférence de financement. La question est de savoir comment s'appliquent ces 1 000 €. Aujourd'hui, la proposition du gouvernement, c'est-à-dire elle s'applique à toute personne qui a eu une carrière complète, mais dont les défauts de la vie, et parfois même un certain nombre de difficultés que connaissent très bien nos amis agriculteurs, font qu'ils n'ont pas leur retraite à pension complète et touchent 500, 600, 700 €. Eh bien, si les partenaires sociaux disent, voilà, par exemple, le gouvernement propose ça, mais on souhaite que ce soit aussi les temps partiels, on souhaite que ce soit par rapport à une majoration du SMIC qui viendrait à augmenter, ça ne coûte pas la même chose que si c'est la proposition du gouvernement. Donc la conférence de financement, elle va permettre de le faire. Ce qui est certain, Madame Martichoux, c'est que le texte n'a même pas encore été discuté en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est que cette réforme fondamentale, on ne sait pas encore, après 2 ans de discussion, mais c'est normal. Des mois de discussion, ni combien elle rapporte, ni combien elle va coûter. Mais ce que je vous dis, c'est que... Mais non, mais ce qui est factuel, c'est que les retraites coûtent 320 milliards d'euros. Ça, c'est le système. Demain, mais les retraites coûtent 320 milliards d'euros. Demain, ça coûtera la même proportion d'argent que les Français dépenseront par rapport à notre richesse nationale. Donc, comme chaque année, notre richesse nationale, elle augmente. Le budget, elle augmente. Et combien l'État va fournir d'efforts au fil des années pour financer dès 2021, les augmentations des professeurs, etc. Mais l'État fait des économies aussi lorsqu'on supprime les régimes spéciaux. C'est des milliards d'euros que... Dites-nous comment ça vous rapporte. Chacun le sait. Chacun le sait que les régimes spéciaux, c'est à la fois des taxes que payent les Français sur leur tarif d'électricité, par exemple, ils le savent. C'est pour équilibrer le régime des retraites des personnes qui sont dans ce régime. Et puis en même temps, nous dépensons beaucoup d'argent
Madame Borne, elle a 5 milliards d'euros de dépenses pour équilibrer les régimes de la RATP, de la SNCF. Tout ça, c'est des économies. Parce que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ceux qui font grève, c'est pour garder les régimes spéciaux. Appelons un chat un chat. C'est d'ailleurs pas très grave. On peut le comprendre que ces personnes souhaitent garder un régime. Mais... Nous, on ne souhaite pas qu'ils le gardent. Voilà, parce qu'on pense que ça valait le coup hier parce que c'était très pénible. Aujourd'hui, ben voilà, peut-être que l'agent de la SNCF ou de la RATP, il a un métier un peu moins pénible. S'il travaille la nuit, il doit rentrer dans un cadre de pénibilité, comme tous les salariés, évidemment. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui doivent rentrer dans un régime général. Et bien, nous, on fait des économies. On met fin aux régimes spéciaux. C'est normal qu'il y ait des blocages. Personne ne l'a fait depuis la libération. Personne ne l'a fait. Mais ça a été pratiquement occulté par la difficulté que vous avez à expliquer clairement aux Français les bénéfices de cette réforme. Oui, mais chacun fait des erreurs. Le gouvernement en premier lieu, évidemment. Mais je voudrais quand même souligner que c'est une réforme historique, courageuse. Personne n'a supprimé les régimes spéciaux jusqu'au président de la République aujourd'hui. Sociale, 1 000 euros pour chaque artisan, commerçant, agriculteur. Et par ailleurs, assez compliqué, il est vrai, parce que quand vous avez 42 régimes de retraite et que vous en faites qu'un seul, et quand ça touche tout le monde, évidemment que c'est un peu compliqué. Et qu'en 15 secondes ou en un tweet, on n'arrive pas à l'expliquer forcément. Est-ce que là, vous tenez le bon bout, pardon pour l'expression familière, mais est-ce que vous pensez que la contestation va s'amenuiser malgré ce que vous disiez Philippe Martinez tout à l'heure? Mais la contestation, elle fait partie de la démocratie. Moi, j'ai rien contre les manifestations, contre les gens qui sont contre, du moment que ça se fait dans un cadre républicain. Vous n'êtes pas frappé quand même par le caractère particulier, cette violence, cette crispation qui s'agrège sur la réforme des retraites, et qui touche beaucoup Emmanuel Macron. Si je puis me permettre, lorsque le président Sarkozy a fait une réforme des retraites également courageuse, qui était une réforme d'âge, il y a eu plus de monde, dans la rue. Bon. Et vous trouvez pas donc, non, mais je pense qu'il faut savoir remettre les choses dans leur contexte. Il y a une contestation, il faut l'écouter. Une partie des syndicats acceptent de discuter avec le gouvernement, et c'est une très bonne chose. Il y a encore 15 jours, les titres, c'était « On n'y arrivera jamais à discuter avec la CFDT ». Aujourd'hui, M. Berger, de façon très responsable, le gouvernement qui a fait un pas également, discute, comme l'UNSA, par exemple, comme les entreprises de France. Donc vous tenez... Comme les entreprises de France. En tout cas, il faut travailler avec humilité, convaincre encore, bien sûr, sans doute les Français. Et puis désormais, la démocratie parlementaire va s'exprimer, et les Français pourront voir tous les débats et tous les textes. Et c'est pas encore gagné. Je crois que Laurent Berger a encore dit ce matin que c'était très flou sur le financement. Bien sûr, la conférence commence la semaine prochaine. Ça commence le 30. Vous serez candidat à Tourcoing municipal, Tourcoing, pardon. À Tourcoing, voilà. À Tourcoing. C'est la grande ville à côté de Lille. Voilà. Je serai candidat aux élections municipales. Je n'ai pas encore dit dans quelle position, parce que vous savez, ministre, c'est temporaire. Maire, c'est l'engagement d'une ville. Excusez-moi pour le jeu de mots. Moi, j'aime Tourcoing, c'est là où j'habite. J'aime les habitants de Tourcoing. Ça permettrait en tout cas à la majorité de pouvoir bandir une victoire si vous êtes candidat et que vous gagnez. Il n'y en aura pas tant que ça à revendiquer au soir du 22 mars. Je vais vous dire quelque chose. Et en plus, c'est une ville populaire. Et je vais vous dire quelque chose. Les Français, ils sont assez concrets et de bon sens. Ils savent que quand ils votent au national, c'est pour des élections nationales. Et le maire, c'est quelqu'un à part. Il y a plein de gens qui pensent peut-être que je suis un bon ministre et peut-être un mauvais maire. Et il y a peut-être plein de gens de Tourcoing qui considèrent que nationalement, ils ne sont pas d'accord avec mes engagements, mais que localement, on fait des choses bien pour Tourcoing. Moi, mon père, il a voté toute sa vie communiste à Saint-Amand-les-Eaux et il n'était pas communiste. Il savait distinguer le maire du député. Voilà. Donc, moi, je suis fier d'être ancré dans ma commune populaire. Et je suis très heureux de la représenter, d'en parler sur votre plateau. Voilà. Paris, c'est compliqué pour la majorité. Moi, je trouve que Benjamin Griveaux est un homme courageux. Il a un beau projet pour Paris. Je constate d'ailleurs que personne ne parle de projet dans cette campagne municipale de Paris, et c'est bien dommage. Et moi, je souhaite que Benjamin Griveaux soit maire de Paris, et je le soutiens très fortement. Cédric Villani, vous l'encouragez à... rejoindre Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux est le candidat de la majorité présidentielle. Paris, je crois, doit tourner la page et doit avoir une alternance politique. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Peut-être qu'il en fallait une après les ères Chirac et Tibéri. Maintenant, il en faut une après les ères de la Noé et Hidalgo, et sans doute Hidalgo en premier lieu. Même si Madame Hidalgo est une femme respectable, moi je crois que Benjamin Griveaux est le maire de Paris qu'il faut pour la France et pour Paris. Voilà, le gouvernement qui monte au front pour défendre Benjamin Griveaux. Ségolène Royal va être démise de ses fonctions tout à l'heure en Conseil des ministres. Je ne sais pas, nous ne connaissons pas les nominations et les dénominations avant que nous n'arrivions au Conseil des ministres. Elle était hier à Marseille, elle a tapé à bras raccourcis sur la politique du gouvernement, disant qu'elle représentait une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Moi, je respecte Madame Royal qui s'est présentée à l'élection présidentielle avant même que je sois actif en politique. Donc, j'ai le respect de mes aînés en politique. Non, et puis par ailleurs, si c'est une femme politique qui est tout à fait respectable, qui a ses opinions, effectivement, il vaut mieux qu'elle ne reste pas en responsabilité où il y a vraiment un devoir de neutralité.
Donc voilà, moi je respecte Mme Royal et tant mieux si désormais le fait va avec le droit. Voilà. Le fait va avec le droit, c'est-à-dire qu'elle sera une opposante politique. Respectable et respectée, mais en même temps, il faut savoir choisir, est-ce qu'on est dedans ou dehors, on ne peut pas être entre deux chaises. Elle n'a pas choisi, voilà. Elle subit, mais elle en fait sans miel, manifestement. Merci à vous, Merci à vous. Gérald Darmanin, d'avoir été ce matin sur le plateau d'LCI. C'est à vous, Pascal.